Nous allons parler aujourd'hui de Bologne et je ne vous propose pas une visite de Bologne qui serait intéressante évidemment, mais qui serait peut-être un petit peu compliquée à faire de façon virtuelle. En tout cas, ce que je vous propose, c'est une évocation de la ville de Bologne à travers quelques mots, à travers une quinzaine de mots. Il est fréquent que l'on désigne telle ville ou telle région par un mot ou par une expression. Rome, par exemple, c'est la ville éternelle, ou bien alors Venise, la Sérénissime. Et Bologne, eh bien, c'est traditionnellement une évocation en trois mots: la grassa, la dotta, la rossa. Donc la grâce, l'érudite, la docte, et la rouge. Et il m'a semblé que c'était une façon simple, au fond, de proférer une quinzaine de mots en suivant cet itinéraire traditionnel. Ce qui permet, d'autre part, d'écarter tout de suite un passage obligé, hein. Le premier des mots, évidemment, qu'on peut employer pour évoquer Bologne, c'est le mot ragoût, ou comme on dit partout ailleurs qu'à Bologne, la sauce bolognaise. Bon. Alors, c'est peut-être qu'à Bologne, la bolognaise, c'est une manière particulière de sonner les cloches. Et ce n'est pas une façon particulière d'accommoder les pâtes. Mais enfin, le mot existe quand même, il est largement employé ailleurs, et il faut bien commencer par là. Donc la sauce bolognaise, c'est un ragoût, c'est le nom que l'on emploie à Bologne pour désigner cette préparation. Et le mot ragoût, utilisé en italien, utilisé en français, utilisé dans d'autres langues, c'est un terme qui est employé depuis fort longtemps pour désigner une préparation traditionnelle composée de petits morceaux de viande et de morceaux de légumes finement hachés et mijotant longuement au coin du feu pendant des heures. Donc, ce ragoût à la bolognaise, eh bien, c'est un ragoût dans toute l'acception du terme, et c'est une préparation qu'on emploie pour accommoder en principe les tagliatelles à Bologne. Et la photo que je vous montre, c'est une photo qui montre des spaghettis. Alors, les spaghettis ne sont pas une invention de Bologne, mais largement dans le monde, ce sont les spaghettis qu'on utilise pour les accommoder à la sauce bolognaise, au ragoût. Donc, la grassa, c'est la grâce, et cela revient en fait à attirer l'attention sur la qualité de la nourriture, sur la qualité de la gastronomie, de l'Émilie-Romagne en général et de Bologne en particulier. D'autant qu'il n'y a pas que le ragoût. Il y a aussi, deuxième évocation de la cuisine bolognaise, les tortellini. Alors les tortellini, comme tout le monde le sait, c'est une petite préparation à base de pâtes fourrées de diverses mixtures aujourd'hui, mais enfin traditionnellement, c'est plutôt une préparation à base de viande hachée, et la légende dit que c'est un plat préparé par les pauvres autrefois qui récupéraient les reliefs tombés de la table des riches. Alors, bon, c'est une légende, difficile de savoir quel degré de véracité il y a derrière cette légende. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les tortellini à Bologne, c'est une affaire, je veux dire, c'est une affaire sérieuse. Il y a une confrérie des tortellini, bien entendu, elle porte des noms compliqués, mais ce qui est sûr, c'est qu'un acte notarié a été dressé dans les années 70 contenant la recette officielle, en quelque sorte, des tortellini, et cet acte notarié est déposé à la chambre de commerce. Alors, il y a un autre point controversé, c'est la taille, tortellini ou tortelloni. Les tortelloni sont un petit peu plus gros que les tortellini, et eh bien, ce que nous avons sous les yeux, on ne peut pas dire s'ils sont gros ou petits, puisqu'il n'y a pas de point de comparaison. Ce sont en fait des tortelloni. Donc, ragoût, tortellini et évidemment, inévitablement, mortadelle au pluriel, parce qu'il y a plusieurs variétés de mortadelle, produit phare de la gastronomie de Bologne, et produit largement connu, évidemment, dans toute l'Italie, et bien loin de l'Italie aussi. Donc c'est une sorte de saucisson de très grande taille, 30 centimètres de diamètre, et qui peut peser jusqu'à 10, 15, 20 kilos, et même parfois davantage. C'est une préparation à base de viande de porc, essentiellement, même s'il peut y avoir des variantes, et c'est une préparation cuite, paraît-il, de façon très délicate, très complexe, euh, donc par les spécialistes de la région de Bologne.
Donc plusieurs types de mortadelle existent. En Italie, il y a des spécialités de mortadelle à Rome, par exemple, ou bien dans les Abruzzes. Mais évidemment, à Bologne, c'est la mortadelle locale qui est présentée dans ces espèces de joailleries de charcuterie qui existent en grand nombre dans cette ville de Bologne. Donc, le passage obligé pour évoquer Bologne, c'était bien sûr la grassa, c'est-à-dire la gastronomie, la cuisine, les produits caractéristiques de la cuisine de l'Émilie-Romagne et de Bologne. Et puis, il y a un deuxième mot, on va insister un petit peu plus sur ce deuxième mot, vous l'imaginez bien, c'est le mot dotta. Bologne, la dotta, la docte, l'érudite, ce qui revient à faire allusion aux activités universitaires que l'on développe à Bologne depuis très longtemps. Et un mot qui vient à l'esprit, évidemment, en pensant à ces activités universitaires, eh bien, c'est le diplôme, la lauréat, le diplôme universitaire italien, qui est à la fois un diplôme extrêmement ancien, traditionnel, et puis en plus, aussi un diplôme qui a été réformé récemment, donc on se perd un petit peu dans les dénominations. Disons que si on se penche sur la tradition, on dira que le diplôme, la lauréat, était un diplôme universitaire de haut niveau qui permettait à son titulaire d'accéder éventuellement à des carrières universitaires plus élevées et d'arborer, d'exhiber, d'utiliser le titre de dottore. Et donc, naturellement, la cérémonie de remise des diplômes, la cérémonie de couronnement des lauréats à l'université, à Bologne, et puis ensuite dans les autres universités italiennes, c'est une cérémonie tout à fait importante, évidemment, qui motive les étudiants et qui est l'occasion aussi d'organiser des festivités à titre privé ou des festivités dans les rues, à grand renfort de chants, à grand renfort de boissons de diverses natures. Alors, les activités universitaires, c'est aussi peut-être évoquer ce masque de la commedia dell'arte, le dottore Balanzone. Le dottore Balanzone, c'est un personnage qui porte le costume tout à fait typique des maîtres de l'université de Bologne, disons au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est-à-dire un manteau assez court qui arrive au milieu du genou et qui est recouvert par un autre manteau plus long, de couleur noire, avec des espèces de pantoufles de couleur noire, et puis au XVIIIe siècle, une fraise, ça c'est le personnage de la commedia dell'arte, il n'est pas sûr que les docteurs de l'université de Bologne portaient vraiment la fraise, mais une fraise donc tuyautée autour du cou. Alors, ce masque de la commedia dell'arte, c'est le personnage pédant, prétentieux, ridicule. Et naturellement, on se moque de ce personnage qui est un dottore, et donc il a le titre, le grade universitaire. Est-ce qu'il est docteur en médecine? Chez Molière, oui, il serait docteur en médecine. Ici, ce n'est pas certain parce que l'université de Bologne, il faut insister là-dessus, c'est une université qui, depuis les origines, est remarqué, caractérisé et célèbre pour l'enseignement du droit. L'enseignement du droit, donc dans cette alma mater studiorum, qui est à la fois la définition de l'université et l'emblème, en quelque sorte, de l'université de Bologne aujourd'hui. Cette université passe pour être la plus ancienne université du monde occidental, 1088. Bon, c'est difficile, évidemment, de trouver une date précise, de justifier une date précise. Il y a des arguments pour choisir cette date-là. Disons qu'à partir du XIe siècle, et surtout au XIIIe siècle, il y a à Bologne des activités d'enseignement, et d'enseignement du droit en particulier. Ces activités se développent, elles se développent dans un contexte, donc le XIIe et le XIIIe siècle, dans un contexte d'affrontement entre la papauté et l'Empire, et donc il faut insister sur des justifications, sur des règles, il faut brandir des règles, il faut étudier le droit pour trancher le contentieux qui peut exister. L'université se développe aussi dans un contexte qui est aussi le développement du mouvement communal. Il y a des communes qui apparaissent, des communes qui entendent faire respecter leurs droits par rapport aux seigneurs. Donc, la question des règles,
la question des droits, la question des privilèges, c'est une question extrêmement importante donc dans cette période du XIe, XIIe, XIIIe siècle. C'est dans ce contexte que l'Université de Bologne apparaît, que les universités apparaissent de façon générale. Mais celle-ci est, admettons que ce soit la première. Je dis admettons que ce soit la première parce qu'on peut dire aussi que c'est l'Université de Paris qui est la plus ancienne. Il y a une rivalité entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que la différence entre l'Université de Paris et celle de Bologne, c'est la spécialité. L'Université de Bologne, c'est le droit. Ensuite, il y a eu le développement d'autres disciplines, bien sûr, mais c'est le droit, alors que l'Université de Paris, au départ, c'est la théologie. Et naturellement, c'est deux univers un peu séparés. Ce qui distingue aussi les deux universités, c'est autre chose, c'est l'organisation interne. L'une des caractéristiques de l'Université de Bologne au XIIIe, au XIVe siècle, c'est que les étudiants ne sont pas seulement des auditeurs, ce sont aussi des gestionnaires de l'université. Il y a une organisation d'un pouvoir estudiantin, on pourrait dire, dans l'université pour encadrer les étudiants qui viennent parfois de loin. Ils viennent d'autres villes d'Italie, ils peuvent venir d'autres régions en Europe, beaucoup viennent d'Allemagne par exemple, donc il faut organiser cela. Le pouvoir estudiantin, c'est aussi un pouvoir d'organisation des rapports avec la commune de Bologne, et c'est également, et c'est cela le plus surprenant, l'organisation des rapports entre les étudiants et les professeurs. On se plaît à dire à Bologne qu'au XIIIe siècle, les étudiants choisissent et rémunèrent les professeurs. Cela ne dure pas, mais enfin, il paraît que cela a existé au XIIIe siècle. C'est le seul cas, à ma connaissance, que l'on peut mentionner pour cette période reculée du Moyen Âge. L'enseignement du droit, donc, l'enseignement du droit qui est professé par des maîtres réputés qui sont célèbres à Bologne, qui sont célèbres ailleurs en Europe et qui ont insisté pour illustrer leur réputation, par exemple au Moyen Âge, en faisant établir des tombeaux, des scènes gravées sur leurs tombeaux. Au musée médiéval de Bologne, il y a plusieurs de ces tombeaux des professeurs de l'université au Moyen Âge. Vous en voyez deux là, qui sont intéressants à observer. Le tombeau donc, qui date du XIVe siècle du professeur Gandoni, que l'on voit ici, délivrant son enseignement très, très magistral, évidemment, à un public qui est, disons, inégalement attentif. Et donc, un tombeau du XIVe siècle, et puis un tombeau du début du XVIe siècle, où l'on voit le professeur en chair, le professeur donc tout à fait dans une position éminente, assis sur ce qui fait le fond de son savoir et de son autorité, ce sont les livres, et donc là aussi des étudiants qui, en principe, doivent lire et prendre des notes sur les textes, ou alors commenter les textes. Ici, on est plutôt dans la phase de commentaires, au fond. Alors le droit, de quel droit s'agit-il? Il y a plusieurs droits au Moyen Âge, il y a deux droits fondamentalement. Il y a le droit de l'Église, qu'on appelle le droit canon, et c'est une branche importante du droit en effet. L'Université de Bologne enseigne le droit canon, mais n'est pas spécialisée dans le droit canon. L'Université de Bologne est spécialisée dans l'autre branche du droit, qui est le droit, je dirais, des hommes, hein, le droit civil, qui est en fait issu, hérité du droit romain. Le droit romain a été légué à notre univers, à notre civilisation, sous la forme de textes, de recueils, de décisions des empereurs, on appelle cela le Code justinien, on appelle cela les novelles, ou bien alors des textes, des textes synthétisés qui reprennent l'héritage des magistrats de la République romaine, des prêteurs en particulier de la République romaine, et c'est ce qui s'appelle le digeste. À Bologne, on travaille, on développe, on commente, on enseigne le digeste, et notamment une partie du digeste qui s'appelle l'Infortiatum. L'Infortiatum, ce sont quelques livres du digeste, donc l'héritage juridique de la République romaine. Cet héritage juridique est mis en forme dans des manuscrits. Alors souvent, quand on évoque un manuscrit médiéval, on évoque les enluminures, on évoque les miniatures, on évoque ces créations que nous considérons, nous, comme des créations artistiques, mais qui sont simplement des décors du texte. Ce qui importe, c'est le texte, évidemment. Et
Ici, on a donc un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque de Scorial en Espagne, qui vient en fait de Bologne, hein, qui comporte un texte qui a été mis au point à Bologne, le texte antique avec les commentaires des professeurs de l'Université de Bologne. Et à la Bibliothèque nationale à Paris, on a un autre manuscrit qui est beaucoup moins richement enluminé, hein. Il n'y a que les lettrines qui sont décorées en bleu et en rouge, mais c'est le même texte en fait, l'Infortiatum, c'est-à-dire un, un héritage du droit romain qui est ici commenté par Accursio, Accursius. Accursius, c'est son nom en italien aujourd'hui, Accursius, c'est son nom en latin au Moyen-Âge. Et donc, c'est l'Infortiatum, donc une partie du digeste, avec les commentaires d'Accursius. Le digeste, c'est-à-dire le texte antique, est là, hein, et autour, nous avons les commentaires du professeur Accursius, commentaires très détaillés, très précis, très fournis. Et on remarque aussi que les propriétaires du manuscrit, au fil du temps, ont pu apporter leurs propres commentaires dans les marges. Donc, le texte antique et les glosses, c'est-à-dire les commentaires d'Accursius. Voilà un exemple caractéristique du travail de l'Université de Bologne, c'est-à-dire rassembler l'héritage de l'Antiquité, étudier, préciser, commenter, enseigner, diffuser l'héritage de l'Antiquité. Si le droit romain a imbibé la civilisation occidentale et européenne largement, c'est bien sûr à cause de l'héritage antique, mais c'est aussi, peut-être même surtout, à cause des commentaires des docteurs de l'Université de Bologne et d'Accursius en particulier. Alors, l'Université de Bologne peut être évoquée aussi, ou ce qualificatif de dotta peut être évoqué aussi à travers les bâtiments, c'est-à-dire le lieu où étaient dispensés les cours à l'université. Ce lieu, c'est l'Archiginnasio. Alors, l'Archiginnasio se trouve à côté de la basilique San Petronio, et c'est ce bâtiment qui est là. Donc, il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, les cours étaient dispensés par des professeurs qui réunissaient les étudiants autour d'eux, et pas forcément dans un lieu officiel, dans un lieu bâti, dans un lieu défini de manière précise, mais qu'à partir du XVIe siècle, cet enseignement a été dispensé dans un lieu précis, dans un lieu qui a été établi pour ce faire, dans un lieu qui a été construit pour ce faire. Le bâtiment abritant l'Université de Bologne a été bâti à partir des années 1560 et puis dans les décennies qui ont suivi. C'est donc ce qu'on appelle l'Archiginnasio, qui bien sûr existe toujours, qui est un bâtiment magnifiquement décoré. Les professeurs de l'université, ce sont des maîtres, ce sont des célébrités. Chacun a eu à cœur de faire apparaître sur les murs de l'université ses armoiries ou bien une inscription à la gloire du personnage. Il y a 7000 écussons de ce genre répartis dans l'ensemble du bâtiment. Et ce bâtiment est intéressant à souligner, à mentionner, parce qu'il traduit une réorganisation des études. Les études ne seront pas dispersées un peu partout autour du professeur, mais il traduit une réorganisation des études autour d'une université, autour d'un cadre bien précis. Il y a une sorte de centralisation que l'on voit apparaître donc au XVIe siècle, une centralisation de l'université, une centralisation aussi du pouvoir du souverain à Bologne. Au XVIe siècle, c'est le pouvoir du pape qui s'est installé, et donc à la fin du XVIe siècle, on réorganise l'université pour incarner en quelque sorte ce contrôle pontifical sur l'université. Contrôle pontifical qui va être modifié au fil du temps, il va y avoir des réformes bien sûr au fil du temps. La dernière grande réforme pontificale de l'université à Bologne date de l'époque du pape Léon XII, donc le pape qui règne dans les années 1820 et qui a défini l'organisation de l'université de Bologne qui a duré au XIXe siècle. Donc cet archiginnasio est un bâtiment tout à fait impressionnant, tout à fait spectaculaire, dans lequel il y a évidemment des salles pour dispenser les cours. Aujourd'hui, ces salles abritent la bibliothèque de Bologne, la bibliothèque municipale. Et puis, il y a des grandes salles, c'était des amphithéâtres, deux principalement. Dans une université, il y a toujours une grande salle comme ça, c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs, une salle de parade, disons, une salle officielle, une salle de réunion, qu'on appelle traditionnellement l'Aula Magna, la grande salle. Eh bien, l'Aula Magna à l'Université de Bologne porte le nom de salle du Stabat Mater, parce que c'est là qu'en 1842, Rossini a
fait jouer pour la première fois son Stabat Mater. Donc, l'aula magna de l'Université de Bologne s'appelle maintenant salle du Stabat Mater, mais c'est une salle caractéristique d'une université, c'est-à-dire une salle de réunion avec la possibilité d'organiser des conférences et la possibilité de recevoir solennellement des personnalités à qui on va décerner un doctorat, soit un doctorat pour le travail qui a été réalisé, un doctorat sur thèse, ou bien alors un doctorat pour marquer la reconnaissance, un doctorat honoris causa, comme on dit en termes précis, qui peut être attribué à tel ou tel personnage, autrefois et à présent. Et donc, est-ce qu'on peut mentionner des noms de personnes qui ont étudié à Bologne ou qui ont professé à Bologne? Il y a de très nombreux noms qu'on peut mentionner. Je vais en citer quelques-uns. Parmi les étudiants, on a par exemple les papes Alexandre VI, Innocent IX et Grégoire XV, du moins ces papes quand ils n'étaient pas papes, évidemment. On a Thomas Becket, on a Charles Borromée, donc des saints. On a des peintres comme Alberti, on a des physiciens comme Copernic ou Marconi, on a des écrivains comme Pétrarque, Le Tasse, Goldoni, on a des chefs d'entreprise comme par exemple Ferrari ou Armani, des cinéastes, Antonioni, Pasolini. Voilà des gens qui ont étudié à Bologne et donc qui ont professé, éventuellement après avoir étudié à Bologne, qui ont professé à Bologne, eh bien des gens comme par exemple Vézal, Cardan, Galvani, Cassini, Carlo Ginzburg, Umberto Eco, qui a été longtemps professeur à l'université de Bologne. Donc, un lieu tout à fait impressionnant, tout à fait intéressant à visiter. Ce n'est pas là que l'on donne les cours aujourd'hui. Le bâtiment n'est plus adapté aujourd'hui, bien sûr, à sa fonction universitaire. Donc, l'université s'est déplacée dès le 19e siècle, en fait, dans une autre partie de la ville. Mais évidemment, les bâtiments sont toujours là. Et ils contiennent notamment ce qu'on appelle le théâtre anatomique, c'est-à-dire un amphithéâtre spécialisé dans l'enseignement de l'anatomie à partir des dissections. Donc, il y a un plateau pour les dissections et puis des gradins qui permettent aux étudiants d'observer ce qui se passe avec la chaire du professeur qui est là. Donc, une décoration typique, ici dans le style du début du XVIIIe siècle, ou plutôt dans le style des années 50, parce que le bâtiment a été très sévèrement bombardé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment le théâtre anatomique a été entièrement détruit. Donc, il a été reconstitué à l'identique, si l'on peut dire, pour marquer, pour marquer la volonté de tourner la page, si l'on peut dire, de la guerre. Alors, deux des mots donc traditionnellement attachés à l'image de Bologne, grassa et dotta, ont pu être illustrés par ces différentes photos, par ces différents commentaires. Et je voudrais maintenant aborder le troisième mot sur lequel je vais insister plus longtemps, qui est le mot rossa. Alors, rossa, ça veut dire rouge, et Bologne est la rouge. La rouge, ça peut être une allusion à la couleur des murs, à la couleur des briques, une allusion à l'architecture, en somme. Et c'est vrai que l'architecture bolognaise est oui, si on cherche à lui donner un nom de couleur, elle est rouge, par exemple. Voilà un des portiques les plus anciens de la ville de Bologne, et les propriétaires du bâtiment ont eu à cœur de rappeler la couleur rouge, évidemment. Alors, qu'est-ce que sont ces portiques, ces arcades qui sont tellement typiques de Bologne? Il y a quand même dans la ville 38 kilomètres d'arcades dans le centre historique, et plus si on élargit un petit peu la mesure. D'où viennent ces arcades? Le point de départ est simple. Il s'agit d'agrandir la surface du bâtiment, la surface de la maison, des étages supérieurs, en garantissant la sécurité de cet agrandissement. Donc, on déborde un petit peu sur la rue et on garantit la sécurité avec une colonne, avec un pilier, alors en bois dans un premier temps, et puis ensuite en pierre. Donc, c'est l'origine historique, au fond, de ces arcades qui sont nées de la recherche on pourrait dire de la sécurité. Le propre d'un bâtiment dans une ville ancienne, le propre d'un bâtiment ancien dans une ville, c'est qu'il est toujours soumis au risque d'effondrement. Et en tout cas, à Bologne, on a cherché à conjurer ce risque de cette façon.
Et donc, il y a comme je vous ai dit, 38 kilomètres d'arcades de tout style, de toute forme, de toute nature, qui sont des arcades utilisées pour la vie économique ordinaire. Ce sont des arcades utilitaires, si l'on peut dire, hein, où l'on peut faire ses courses. Et puis parfois, ces arcades sont un petit peu plus richement ornées. Elles donnent accès à des bâtiments plus particuliers. On a par exemple les arcades de l'Archigymnasio, c'est-à-dire du bâtiment de l'université. Et puis on peut avoir aussi des arcades qui ont été ornées de fresques euh, style rococo, si l'on peut dire, comme celle que l'on voit là sur la Via Farini. Alors le style est sans doute rococo, mais si on regarde bien les petits médaillons, alors la fresque n'a pas été réalisée au XVIIIe siècle, elle a été réalisée évidemment à la fin du XIXe siècle. Donc là, des peintures qui évoquent à la fin du XIXe siècle quelques grands moments, quelques grandes heures de la vie de la cité, par exemple ici l'arrivée du chemin de fer. Et puis, il y a un portique particulier, un ensemble d'arcades particulier, c'est celui qui monte jusqu'à la basilique de San Luca. La basilique de San Luca, qui est à quelques kilomètres à l'extérieur de la ville, sur une colline, eh bien, donc à quand même 300 quelques mètres d'altitude, on a construit un portique couvert donc, qui monte jusqu'à la basilique et qui est composé, c'est un escalier hein, qui est composé d'arcades. Chaque arcade est numérotée. Il y a 661 arcades numérotées, plus 5 qui ne le sont pas, parce que le nombre 666 a une valeur particulière hein, dans l'Apocalypse, donc il faut éviter toute méprise. 661 arcades numérotées. Et ces arcades, donc, eh bien, s'ajoutent à toutes celles qu'il y a au centre de la ville et qui donnent à la ville de Bologne cette physionomie, ce charme, on pourrait dire, très particulier, très spécial. C'est très spectaculaire et en même temps, c'est très agréable de se promener sous les arcades quand il pleut, par exemple, ou c'est très agréable de se promener sur les arcades quand il y a beaucoup de soleil. Donc, Bologne, le rouge de l'architecture, le rouge de la brique, le rouge de la peinture, éventuellement. L'architecture, c'est aussi, outre les portiques, outre les arcades, ce sont aussi les tours. Alors les tours, évidemment, de Bologne, ce sont les deux tours jumelles de Garisenda et d'Asinelli qui marquent le paysage urbain. Elles marquent le paysage urbain pour deux raisons. D'abord parce qu'elles ne sont objectivement pas du tout verticales. Elles penchent, ces tours, et selon l'endroit où on se place, on les voit pencher de manière variée. Alors elles penchent en effet, et pas exactement dans le même sens. La plus grande, la plus haute, s'appelle la tour Asinelli. Asinelli et Garisenda sont des noms qui ont fini par être donnés à ces tours et on les rattache à des familles du Moyen-Âge, mais il n'y a pas forcément de rapport entre le nom de la famille et la tour. En tout cas, Asinelli, la plus haute des tours, culmine à 97 mètres de haut et elle est donc, elle penche un peu, elle est inclinée. Il y a une inclinaison de 1,3 degré, ce qui veut dire qu'entre la base et le sommet, il y a un débord de 2,20 m. La tour Garisenda a un débord de 3,20 m, c'est-à-dire 3 degrés, presque 4 degrés, mais elle est moins haute, donc cela, évidemment, se voit bien. Et ces valeurs de 1,5 degré ou de 3,8 degrés sont à comparer à l'inclinaison de la tour de Pise, qui est de 5,6 degrés. Donc, évidemment, les tours de Bologne penchent, mais moins quand même que les tours de Pise. Alors, ces tours, pourquoi existent-elles? On peut dire, ces tours, pourquoi subsistent-elles? Parce qu'il y a eu autrefois beaucoup plus de tours. Il y a un petit plan en relief, une maquette au musée de, de Bologne, c'est-à-dire exactement au Palazzo Accursio, dont on va parler. Il y a une maquette qui a été réalisée au début du XXe siècle et qui, à partir des travaux d'un historien local, Giovanni Gozzadini, qui s'efforce de montrer les tours qui ont existé à Bologne autrefois. Il y en a eu, paraît-il, 180. Alors, l'auteur de la maquette a suivi les travaux de l'historien, mais l'historien s'est un petit peu trompé dans le décompte des tours. Il a pris pour des tours différentes, enfin une tour nommée de noms différents, donc il y a moins de 180 tours.
Aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a eu peut-être 80-90 tours, pas forcément au même moment sur la période. Et donc aujourd'hui, bah, il en reste quelques-unes, mais pas autant évidemment que ce qui a pu exister autrefois. Pourquoi ces tours? Le contexte, c'est le mouvement communal, c'est-à-dire l'apparition d'un gouvernement communal indépendant, l'apparition d'un gouvernement local. Et alors peut-être des rivalités entre les familles composant je dirais la bourgeoisie bolognaise, ou bien alors des rivalités aussi dans le contexte des querelles qui agitent l'Italie du Nord à la fin du Moyen Âge, les rivalités entre les partisans du pape et les partisans de l'empereur, donc une sorte d'influence, on pourrait dire géopolitique, sur les querelles locales. Tout cela peut-être permet d'expliquer l'existence de ces tours au milieu d'une grande ville, ce qui était Bologne au Moyen Âge. Ces tours, en tout cas, elles ont petit à petit disparu. Il en reste quelques-unes, en dehors des 2 tours penchées dont on vient de parler. Elles ont petit à petit disparu parce que une tour construite au XIIIe, au XIVe siècle, qui n'est pas forcément bien entretenue, menace ruine, et donc on finit par abattre des tours. Les dernières qui ont été abattues l'ont été en 1926. Et puis, elles ont petit à petit disparu parce que leur fonction initiale, évidemment, a été, au fil du temps, heu, n'a plus été significative. Il n'y a plus de raison vraiment de conserver ces tours au fil du temps. Donc aujourd'hui, il en reste quelques-unes, mais les 2 plus célèbres, évidemment, sont Garizelli et Asinella. Enfin, Asinelli et Garzenda plutôt. Hem, la Rossa, oui, l'architecture, la brique, et on peut évoquer, la basilique San Petronio. La basilique San Petronio qui se trouve ici, on voit là donc, la Piazza Maggiore, la place centrale de Bologne, et donc, la façade de la basilique, avec ici, je vous prie de le noter déjà, le Palazzo Accursio dont on va parler. Et donc cette basilique se trouve au centre de la ville. San Petronio, Saint Pétrone, voilà la façade de cette basilique. On comprend évidemment que c'est une basilique en briques, de style gothique, que c'est une basilique qu'on a envisagé de doter d'une façade richement décorée, et puis les projets ont été modifiés ou les fonds ont venu à manquer peut-être, et eh bien, nous avons affaire à une demi-façade décorée, et le reste ayant été laissé donc nu. C'est un exemple qui n'est pas rare en Italie, hein, mais il y a aussi des églises ou des cathédrales qui ont une façade entièrement décorée, pas forcément très ancienne d'ailleurs, mais entièrement décorée. Ici, c'est une demi-façade décorée de marbre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette basilique San Petronio? C'est une basilique qui a été construite donc à partir du XIVe siècle en style gothique. C'est le plus grand édifice en style gothique et en briques qui a été construit, donc plus grand que la cathédrale d'Albi. Et, et c'est un lieu dans lequel se sont déroulés quelques événements importants. Il y en a un que l'on peut mentionner. C'est par exemple la croisée du transept, si l'on peut dire. C'est le couronnement impérial de l'empereur Charles Quint, donc en 1530. Les empereurs du Saint-Empire romain germanique sont, depuis la fin du Moyen Âge, sont élus. Ils sont installés, ils sont établis donc à Aix-la-Chapelle, et ils sont par la suite couronnés par le pape. La plupart des empereurs du Saint-Empire du Moyen Âge ont été couronnés par le pape, sauf ceux qui n'ont pas été, ce qui illustre les querelles entre la papauté et le Saint-Empire. Mais Charles Quint est le dernier empereur couronné par le pape, donc en 1530. Tous les empereurs suivants, donc au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, l'Empire disparaît dans les premières années du XIXe siècle, tous les empereurs suivants n'ont pas été couronnés par le pape. Donc le couronnement impérial de Charles Quint en 1530, c'est une date évidemment importante pour cette immense église, cette immense basilique San Petronio, donc construite en briques. Alors il y a dans l'une des chapelles latérales, la chapelle Bolognini, il y a un décor de fresques qui a été ajouté donc au XVe siècle, après le début forcément de la construction. Ces fresques de la chapelle Bolognini ont été commandées par donc le commanditaire Bolognini, qui était un marchand de soie à Bologne. Et la décoration a été commandée à un artiste du nom de Giovanni da Modena. Ces fresques
porte sur plusieurs sujets. Sur les murs latéraux, il y a des épisodes liés à la vie de San Petronio, bien sûr. Il y a des épisodes liés aux rois mages. Les rois mages qui sont partis sur les chemins, eh bien, c'est un petit peu une métaphore des marchands qui, eux aussi, vont sur les chemins. Donc, pour le marchand Bolognini, les rois mages étaient en quelque sorte des saints protecteurs ou des références. Et puis, le mur du fond de la chapelle porte donc une décoration rappelant, décrivant le paradis et l'enfer. Donc, on voit tout en haut le paradis avec le cœur de gloire, comme on dit, c'est-à-dire la Sainte Trinité et le couronnement de la Vierge, et puis tout autour les saints réunis qui chantent la gloire de Dieu. Donc c'est le paradis au sommet du mur, et dans la partie médiane du mur, on a l'enfer avec Lucifer et les damnés qui grouillent autour de Lucifer. Voilà une image qui, d'une part, rappelle Dante éventuellement, mais c'est une image aussi qui, dans une église chrétienne, dans une église de la fin du Moyen Âge, est une image relativement commune. Il y a de nombreux exemples de lieux où l'on trouve cette scène, bien sûr, mais il se trouve que les fresques de Giovanni da Modena de la chapelle Bonolini de Bologne eh bien, posent problème pour certains petits esprits dans les premières années du XXIe siècle, parce qu'il y a un détail, on a remarqué un détail dans la fresque, c'est que l'un des damnés, tourmenté par les démons, l'un des damnés, on a pris la peine de noter son nom au XVe siècle, c'est Mahomet. Alors qu'il y ait ce nom marqué sur une fresque qui est très ancienne, qui date de la fin du Moyen Âge, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à supporter. Il y a eu plusieurs tentatives d'attentats dans cette chapelle, et depuis une vingtaine d'années maintenant, la chapelle est gardée par la police. Alors, le rouge de l'architecture, mais le rouge, c'est aussi une notion qui a une valeur politique. Et donc, je voudrais aborder maintenant la question du rouge de Bologne sous l'angle politique des choses et évoquer, par exemple, la famille Bentivoglio. La famille Bentivoglio, c'est une famille dont le rouge était l'emblème, l'un des emblèmes, tout au moins, voilà, les armoiries de cette famille Bentivoglio. Les Bentivoglio sont une des familles de la bourgeoisie de Bologne, donc au XIVe et au XVe siècle, et dans les querelles intestines qui existent dans les villes d'Italie, donc à la fin du Moyen Âge, les Bentivoglio finissent par prendre l'ascendant sur les autres au XVe siècle. Et donc on peut dire que les Bentivoglio règnent sur la ville de Bologne au XVe siècle, pendant la totalité du XVe siècle, donc jusqu'à leur chute finale, bien sûr, en 1506. Alors, qui sont les Bentivoglio? Donc, les princes qui gouvernent Bologne, qui règnent sur Bologne, ils se succèdent de père en fils, ou bien d'oncle à neveu, éventuellement. Et celui que l'on voit là, représenté par Lorenzo Costa sur une fresque de la chapelle Bentivoglio dans l'église San Giacomo Maggiore, c'est donc le dernier des Bentivoglio, Giovanni II, qui est représenté en gloire, en somme, au pied de la Vierge à l'Enfant, et avec sa progéniture, avec ses fils et ses filles, qui sont, comme vous voyez, nombreux. Et l'image nous dit à la fois la puissance de Giovanni II Bentivoglio, la piété de Giovanni II Bentivoglio, la richesse de Giovanni II Bentivoglio, et en même temps l'aspiration dynastique de la famille. Il y a plusieurs générations de Bentivoglio qui se sont succédées à Bologne au moment où la fresque a été réalisée, et Giovanni II espère bien évidemment que les choses vont continuer ensuite, après lui. Le problème, c'est que précisément les choses ne continuent pas après lui. En 1506, querelle entre les différents pouvoirs en Italie. En 1506, c'est le pape qui s'empare de Bologne, le pape Jules II, qui chasse les Bentivoglio de Bologne. Donc l'autorité pontificale s'appesantit sur Bologne à partir de 1506, et elle va rester présente à Bologne jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'en 1860, jusqu'à la création du royaume d'Italie. Les papes règnent à Bologne à partir de 1506, ils y viennent périodiquement naturellement, mais ils s'y font représenter par un légat. Donc 1506, c'est la fin des Bentivoglio, et c'est le début du pouvoir pontifical à Bologne.
la fin des Bentivoglio qui sont chassés de Bologne, qui sont détrônés, mais qui ne disparaissent pas physiquement. Il y a des Bentivoglio après 1506. On sait par exemple que l'un des cardinaux du procès de Galilée était un cardinal Bentivoglio. Il y a quelques personnes qu'on pourrait mentionner, mais il y en a un en particulier qu'on peut mentionner. C'est un acteur italien de la deuxième moitié du XXe siècle, Galeazzo Benti. Alors Galeazzo, chez les Bentivoglio, c'est un prénom dynastique, hein. Plusieurs des princes Bentivoglio ont porté ce prénom, et Benti, bah, c'est l'abréviation du nom de Bentivoglio. Galeazzo Benti est un acteur dans les années 50 et 60, qui a une certaine réputation. Il joue dans plusieurs films avec Toto, par exemple. Et ensuite, sa carrière connaît une certaine éclipse et il termine sa carrière d'acteur dans le film d'Ettore Scola, La Terrasse. Il a un rôle qui n'est pas un petit rôle, mais il a donc quand même un rôle dans ce film d'Ettore Scola. C'est la fin de la carrière de Galeazzo Benti. Il est amusant de remarquer que dans le cinéma italien de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a des descendants des familles princières d'autrefois, les Bentivoglio par exemple, ou alors évidemment les Visconti, avec Lotino Visconti qu'on ne présente pas. Donc Bentivoglio, le rouge politique en quelque sorte pour Bologne. Accurcio, c'est aussi un nom qui peut avoir une connotation politique à Bologne. Alors on a parlé d'Accursius tout à l'heure, Accurcio, qui était le nom d'un juriste fameux du XIIe siècle, un professeur à l'université de Bologne. Il n'était pas originaire de Bologne, enfin il enseignait à l'université de Bologne, et les glosses d'Accursius ont été dans toute l'Europe médiévale extrêmement célèbres, extrêmement appréciées. Il y a deux Accursius d'ailleurs, il y a le père et le fils. Le plus notoire est le père. Alors, Accurcio est devenu ensuite le nom d'une maison, la maison du docteur Accursius, maison qui a été remplacée, lorsqu'on a réaménagé la place, qui a été remplacée par un bâtiment Accurcio, bâtiment complexe qui est très visible aujourd'hui, bien sûr, à Bologne. Bâtiment complexe parce que vous avez ici la partie la plus ancienne du bâtiment, mais vous avez ce bâtiment-là, celui qui est en arrière, celui-ci également. Et dans la cour de celui-ci a été aménagée au XIXe siècle une halle couverte en fer et en acier, mais en verre, qui est aujourd'hui un lieu de réunion, un lieu de rencontre aussi. C'est en plein centre de la ville, tout à fait apprécié. Donc on voit la place centrale, la basilique San Petronio qui est là. Notez ici la fontaine de Neptune, avec la statue de Neptune, on en dira un mot tout à l'heure. Et donc ce Palazzo Accurcio, c'est le siège du pouvoir municipal à Bologne depuis le XIIIe siècle. Le pouvoir municipal au temps de la commune autonome de Bologne, un pouvoir municipal quand même un peu au temps des princes Bentivoglio, et puis le pouvoir municipal au temps de la domination pontificale qui se traduit par la présence d'un légat du pape donc à Bologne, le légat qui réside dans cette partie du bâtiment. Donc le Palazzo Accurcio, c'est à la fois l'hôtel de ville et la résidence du légat du pape. Et aujourd'hui, naturellement, il y a des musées qui sont installés dans ce bâtiment. Alors, je ne vais pas vous proposer une visite complète du Palazzo Accurcio, c'est intéressant, mais ce serait un petit peu long. Je vous montrerai simplement deux lieux dans ce Palazzo Accurcio. D'une part, la salle Urbain VIII, qui rappelle la présence du légat du pape, puisque cette salle Urbain VIII porte sur ses murs les armoiries, les emblèmes de chaque légat pontifical ayant gouverné la ville depuis le début du XVIe siècle jusqu'en 1860. Et donc, chaque personnalité est représentée par ces armoiries, par ces décorations qui accompagnent les armoiries, il était précis en héraldique pour désigner ça, et par des couleurs. Alors, selon la couleur, on sait qu'on a affaire à un cardinal, un évêque, enfin, le titre du personnage est mentionné aussi par la couleur. Donc, cette salle Urbain VIII, aménagée à l'époque du pape Urbain VIII et par la suite, est l'un des lieux les plus impressionnants du Palazzo Accurcio. Et puis, vous avez aussi la galerie Vidoniana. La galerie Vidoniana qui porte une décoration de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est une galerie qui a été commandée et organisée par le cardinal Vidoniana, le cardinal Vidoni, qui est légat du pape à Bologne dans les années 1660.
Donc les travaux commencent dans les années 1660 et puis ils durent évidemment un certain temps. Et, et donc, c'est le nom de Vidoni, Vidoniana, qui a été donné à cette galerie, l'un des lieux les plus spectaculaires du Palazzo à Corso. Alors, ce qui est intéressant dans cette galerie, c'est bien sûr les peintures qui sont accrochées au mur, ce sont les sculptures qui sont présentes, c'est l'atmosphère générale et c'est le plafond qui est peint, qui comporte plusieurs scènes peintes et dans la partie centrale, qui comporte notamment cette fresque. Alors, je vais prendre une image un petit peu meilleure pour montrer ce qu'est cette fresque installée donc au centre du plafond de la galerie Vidoniana. C'est une fresque tout à fait étrange. Elle nous montre Mercure, le dieu Mercure qui est là, caractérisé par le caducée, Mercure qui tire le rideau étoilé afin de révéler Jupiter. C'est Jupiter, on voit qu'il y a l'oiseau de Jupiter, l'aigle, et le foudre que tient l'aigle. Jupiter déposant une étoile sur la tiare pontificale, je dirais de Jupiter, bénissant ou honorant la tiare pontificale. Alors c'est une scène tout à fait étrange, évidemment. Qu'est-ce que peut bien nous dire cette scène-là qui associe un personnage mythologique, un dieu d'Antiquité, mais un personnage mythologique dans le langage des arts au XVIIe siècle? Jupiter est un personnage qu'on évoque sans hésiter, et Mercure également, associé donc à un personnage mythologique et la tiare pontificale à une époque où le pape est le souverain à Bologne. On est dans les années, la galerie a été décorée dans les années 1660. À ce moment-là, c'est le pape Alexandre VII, Alexandre Chigi, qui règne donc à Bologne, comme il règne sur la chrétienté catholique. Donc, que signifie cette image, cette fresque à chaque fois que je suis allé à Bologne, j'ai essayé de comprendre ce que cela signifie, et apparemment, ce n'est pas très clair dans l'esprit des Bolonais d'aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir un petit peu à la date. La fresque date de 1665, et elle ne se comprend que dans le contexte de l'affaire de la garde corse de 1662. Alors, je vais vous raconter brièvement l'affaire de la garde corse, c'est tout à fait édifiant. Le pape a, en 1662, une garde suisse depuis le XVIe siècle. Mais il a aussi une garde corse. Donc la garde pontificale, la garde corse pontificale, le 20 août 1662, en vient aux mains avec la garde de l'ambassadeur de France, le duc de Créqui, du côté de la place d'Espagne. Donc le duc de Créqui, ambassadeur de France, à Rome, donc auprès du souverain pontife, auprès du pape Alexandre VII, cette garde du duc de Créqui est molestée par la garde corse du pape. Incident, il y a des morts. Incident, lorsque la nouvelle est connue en France, le roi Louis XIV, comment dirais-je, sent son sang bouillir, et donc il chasse le nonce apostolique, l'ambassadeur du pape auprès du gouvernement français, il rappelle son ambassadeur à Rome, le duc de Créqui, et il annexe Avignon. Autrement dit, incident diplomatique majeur entre le roi de France et le pape. Des tractations sont menées, et on finit par arriver à un accord au terme duquel le pape va faire amende honorable, en quelque sorte. Donc, il ne vient quand même pas spécialement en France, mais il envoie un légat, son neveu, le cardinal Flavio Chigi, il envoie son neveu, donc, présenter les excuses du souverain pontife au roi de France. Et donc, il y a une audience qui est donnée par Louis XIV au légat du pape le 28 juillet 1664, dans la chambre du roi, au château de Fontainebleau. C'est ce que montre cette tapisserie, le roi assis donc là, et le cardinal, quand même pas à genoux, hein, tout de même pas, mais le cardinal lisant une lettre d'excuse du pape au roi. Pour Louis XIV, c'est une scène essentielle, c'est une date majeure dans son règne, et donc cette date est mentionnée dans la tenture de l'histoire du roi. La tenture, ce nom qu'on donne à une série de tapisseries sur un sujet précis. L'histoire du roi, ce sont les grandes dates du règne, et le règne personnel de Louis XIV a commencé en 1661, là on est, vous voyez, en 1662, il vient juste de commencer, il y a déjà des grandes dates de l'histoire du règne, et donc cette audience du légat fait partie de ces grandes dates, illustrées par la tenture. Donc la tapisserie qui est tissée dans le courant des années 1660, à la manufacture des Gobelins, rappelle cette offense faite à Louis XIV par l'incident de la garde corse, donc de 1662. Il y a un autre élément de l'accord, c'est la restitution d'Avignon au pape, bien sûr. C'est l'échange des ambassadeurs et c'est la construction à Rome, sur les lieux de l'incident, d'un monument
bon, ici le dessinateur a peut-être augmenté un petit peu les proportions du monument, mais un monument commémoratif qui indique, c'est une inscription en latin, qui indique ici que Corsicanatio inhabilisset incapax ad sedem apostolicam intervendum, c'est-à-dire la garde corse, la nation corse, est absolument inapte et incapable de servir le siège apostolique. Donc, une mise en cause des soldats corses du pape par cette pyramide que le successeur d'Alexandre VII, qui s'appelle Clément IX, eh bien, fera disparaître très rapidement en prenant ses fonctions donc, quelques années plus tard. Et donc, c'est cela, en fait, qu'évoque la fresque de Bologne, parce que dans le contexte de l'affaire de la garde corse, dans le contexte de la nécessité où s'est trouvé le pape Alexandre VII de s'humilier devant Louis XIV, eh bien alors il s'agit de mobiliser même Jupiter pour restaurer le prestige de la papauté, restaurer le prestige de la tiare pontificale, et tout cela est peint au plafond de la galerie Vidoniana du Palazzo Accursio. Bon, c'est une affaire qui a existé au XVIIe siècle, qui est largement oubliée aujourd'hui, hein, mais enfin dont il reste quand même à la fois la tapisserie des Gobelins et puis cette fresque de Bologne. Sujet politique, donc, de cette fresque. Alors, sujet politique pour le rouge bolonais, c'est le Parti communiste, évidemment. Le Parti communiste italien, c'est un parti communiste, ça a été peut-être le plus puissant des partis communistes d'Europe occidentale. C'est un parti communiste qui avait été dissous à l'époque de Mussolini, qui est réapparu durant la guerre, à la fin de la guerre. C'est un parti qui a eu un nombre d'adhérents, les courbes montrent le nombre d'adhérents du Parti communiste en rouge, de la démocratie chrétienne en bleu et du Parti socialiste en jaune, un nombre d'adhérents absolument considérable dans les années 50, 60, début des années 70, et cette importance numérique du Parti communiste italien caractérise le fonctionnement de la vie politique de la République italienne dans les années 50, 60, 70. Le parti ne participe pas vraiment au gouvernement, même pas au gouvernement, mais il est un des rouages importants du système politique italien. Et il faut se souvenir de cela pour comprendre une des originalités de Bologne, c'est la présence à la tête de la municipalité, élue par les citoyens bolonais, la présence de maires membres du Parti communiste pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle. La cellule du Parti communiste de Bologne, c'est la plus importante cellule communiste de toute l'Europe occidentale à cette époque. Alors cela, c'est bien sûr des équilibres politiques qui ont existé autrefois. Aujourd'hui, c'est la deuxième République italienne, si on veut. Aujourd'hui, les choses ne sont plus du tout comme cela. Mais enfin, elles ont existé à un moment. Et le rouge de Bologne permet de se souvenir de cela éventuellement. Alors le rouge, donc c'est le rouge de l'architecture, le rouge c'est le rouge politique, et on pourrait broder naturellement là-dessus aisément, mais le rouge véhicule aussi, et notamment à Bologne, une notion de dynamisme, une notion d'activité, une notion de prospérité, une notion d'efficacité, de vitesse. Et évidemment, c'est ce rouge-là que je vais évoquer pour terminer. Alors, le rouge de la vitesse, ça peut être le rouge de Maserati. Maserati, constructeur d'automobiles à Bologne. À Bologne, oui, la firme est née à Bologne. D'ailleurs, l'emblème de Maserati a été emprunté au trident du Neptune de la fontaine de Bologna, donc du Jean de Bologne, sur la place, la Piazza Maggiore dans la ville. Et Maserati a été une firme automobile dans l'entre-deux-guerres et après la Deuxième Guerre mondiale, plutôt spécialisée dans les véhicules de prestige, hein, dans les véhicules de compétition, mais surtout, en 1940, pour diverses raisons, la firme Maserati déménage de Bologne à Modène. Donc, au fond, pour nous, Maserati n'est le nom de Maserati n'est qu'un demi-mot, un demi-mot pour les 15 mots que je vous propose, un demi-mot pour Bologne. Donc, je prendrai un autre mot, peut-être Malaguti. Malaguti qui fabrique des motos, qui utilise l'emblème de la couleur rouge aussi, et qui fabrique des motos donc à la fin du XXe siècle. C'est une firme, enfin en fait c'est une firme qui a été fondée en 1930, mais qui s'est développée dans le courant du XXe siècle et qui a rencontré à la fin du XXe siècle des difficultés économiques tout à fait considérables, au point qu'elle a en fait été absorbée par une firme autrichienne
donc dans les années 90. Et cette firme autrichienne a relancé la marque dans les premières années du 21e siècle, relancé la marque Malaguti, relancé l'emblème de Malaguti, relancé la couleur rouge, mais aujourd'hui, les motos Malaguti sont fabriquées en Chine. Donc, Malaguti, ça n'est jamais qu'un demi-mot pour Bologne, et il vaut mieux en choisir un autre pour rester dans un domaine positif, dans le domaine d'une success story. Ni Maserati ni Malaguti ne sont vraiment des success stories. En revanche, Marchesini, oui. Alors Marchesini, c'est peut-être pas une firme très connue, hein, mais c'est quand même un nom important. Sachez que Marchesini est le nom du leader mondial de la fabrication des machines à emballer les produits pharmaceutiques, les produits cosmétiques et les produits alimentaires. C'est Marchesini qui fabrique, enfin il y a des concurrents quand même, c'est Marchesini qui fabrique les machines qui remplissent les petits sachets de thé, par exemple. Hein. Des machines remplissent 300 sachets de thé par minute, 5 par seconde. Bon. Donc des robots qui ont cette fonction, et l'image ici évoque l'un des robots les plus fameux de Marchesini, qui est le robot qui remplit les petits flacons de produits pharmaceutiques et qui emballe les petits flacons dans des boîtes spéciales, le tout en une seule opération, une seule machine, qui fait tout ça à grande vitesse, évidemment. Alors, cette firme Marchesini est un exemple absolument caractéristique de ce que les géographes appellent les districts industriels. Le district industriel, c'est le nom qu'on donne à une organisation particulière du tissu productif de la région. Ici, nous sommes en Émilie-Romagne, mais il y a des tissus industriels ailleurs en Italie du Nord. C'est une forme originale d'organisation. Vous avez un grand nombre d'entreprises, moyennes, grandes, petites aussi, beaucoup de petites entreprises, un grand nombre d'entreprises qui sont objectivement concurrentes, qui travaillent dans le même secteur, qui sont en compétition, mais qui peuvent aussi entrer dans des processus de coopération, de collaboration. Et en étant donc spécialisé dans un domaine précis, à Bologne, on est spécialisé dans les machines automatiques. C'est précisément ce dont nous sommes en train de parler. Ailleurs, on sera spécialisé dans d'autres domaines. Et donc, ces districts industriels ont fait et font encore la force de l'industrie italienne. Vous savez que l'Italie est une grande puissance industrielle, hein, et c'est souvent oublié, mais une partie de la réussite tient à ces entreprises donc organisées dans les districts industriels, et Marchesini est un exemple caractéristique de ces entreprises-là. Sauf que la firme a tellement bien réussi dans son domaine, un domaine qui consiste à fournir des robots à des entreprises, Marchesini ne travaille pas pour le grand public, des robots parfaitement adaptés aux besoins de l'entreprise. Donc on analyse les besoins et on adapte la production aux besoins du client, bien entendu. C'est ce qui explique que Marchesini n'a pas produit des dizaines de millions de robots. Hein. En tout, la firme en a installé 1600 en une trentaine d'années, mais suffisamment pour fabriquer ces robots dans plusieurs pays et même dans plusieurs continents, ce qui fait de cette firme une firme multinationale. Une firme multinationale installée et née à Bologne, vraiment dans la ville, enfin exactement à Pianoro, qui est une bourgade juste limitrophe de Bologne, et qui est toujours installée là, donc leader mondial des machines à empaqueter les médicaments, les produits cosmétiques ou bien les produits alimentaires. Donc le rouge de la richesse, le rouge de l'efficacité, le rouge du dynamisme, le rouge qui évoque l'idée d'aller vite et d'aller loin. Et donc pour terminer, je voudrais évoquer un 15e nom, si on admet que Malaguti et Maserati sont des dominants, un 15e nom qui sera le nom de Cassini. J'aurais pu choisir pour terminer un nom lié à Bologne, par exemple évoquer Saint-Dominique qui est mort à Bologne, ou bien Marconi et Pasolini qui ont étudié à Bologne, je l'ai dit tout à l'heure, et qui sont nés de toute façon à Bologne, ou alors Umberto Eco qui a enseigné à l'université, mais j'ai choisi plutôt Cassini, Cassini qui est le nom d'une dynastie d'astronomes dont le fondateur est Giovanni Domenico Cassini. Domenico, hein, Saint-Dominique. Cassini n'est pas né exactement à Bologne, il était né près de Vintimille. Enfin, il a enseigné à l'université de Bologne pendant longtemps. Et ce Cassini a fini par partir en France en 1669. Il a francisé son nom, Jean-Dominique Cassini, et puis il a exercé des activités importantes et il a engendré une lignée, donc son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils et son arrière-arrière-petit-fils, Cassini V, une lignée d'astronomes, une lignée de cartographes, une lignée de physiciens,
tous membres de l'Académie des sciences en France, tous membres de la Royal Society à Londres, et tous directeurs généraux de l'Observatoire de Paris. Donc, il y a une sorte de direction dynastique à l'Observatoire de Paris entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Je parlerai d'abord des Cassini du milieu du XVIIIe siècle, donc le petit-fils et l'arrière-petit-fils de Giovanni Domenico, puis je terminerai par Giovanni Domenico. Alors ces Cassini de Turin, ils ont été anoblis au XVIIIe siècle. Ces Cassini, ce sont les auteurs de la carte de France. La carte de France, ça consiste d'abord à réaliser un système de triangulation. C'est une affaire de géodésie. Il s'agit d'avoir des points repérés à la fois en latitude, en longitude et en altitude, des points très précis. Donc, il a fallu des décennies pour établir ce réseau de points géodésiques à l'échelle de la France. Et à partir de là, il a été possible de dessiner donc la carte de France. La carte de France au XVIIIe siècle, c'est une carte de France qui n'est pas en courbe de niveau, mais qui est quand même extrêmement précise. Pas tellement pour la localisation des hameaux ou des bourgades, mais la localisation des routes et des rivières, au point que si on superpose la carte de Cassini aux photos aériennes qu'on est capable de réaliser aujourd'hui, en tenant compte des angles, bien entendu, les deux se superposent tout à fait correctement. Et on voit donc ici la région de Lille, hein, donc au milieu du XVIIIe siècle. C'est l'île après l'agrandissement au nord, hein, et c'est l'île avant l'agrandissement au sud-ouest. Donc c'est l'île du XVIIIe siècle que l'on voit ici. Eh bien, ce sont les Cassini, donc 3 et 4, qui ont été les maîtres d'œuvre de cette carte de France, un chef-d'œuvre de la cartographie scientifique du XVIIIe siècle, mais en France. Et donc, je voudrais parler, pour terminer, de leur ancêtre, Giovanni Domenico Cassini, quand il est à Bologne, et puis ensuite quand il vient à Paris. C'est donc un professeur à l'Université de Bologne, c'est un astronome, c'est un physicien, c'est un astronome qui est... si vous voulez, il y a deux catégories possibles d'astrophysiciens, d'astronomes, de physiciens au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Il y a les théoriciens, des gens comme Newton, des gens comme Laplace, comme Lagrange, par exemple. Et puis, il y a les observateurs. Et Cassini, c'est un observateur absolument remarquable, qui, avec les instruments de l'époque, il perfectionne d'ailleurs, est capable d'observer les astres et de faire des découvertes tout à fait extraordinaires. Par exemple, c'est lui qui découvre en 1665 la grande tache rouge de la planète Jupiter. Bon, au XVIIe siècle, elle est plus grande que maintenant, mais tout de même, elle est loin, cette planète Jupiter, et donc Cassini découvre l'existence de cette grande tache rouge. En 1665, il est à Bologne encore, il part pour la France en 1669. Et puis par la suite, il va être capable de mesurer la vitesse de rotation de la planète Jupiter, de la planète Mars, de la planète Vénus. Il va étudier aussi les anneaux de la planète Saturne. Il va étudier les anneaux de la planète Saturne, et ce que l'on voit là, ce sont des anneaux de la planète Saturne, tels qu'ils ont été photographiés en 2004. Jean-Dominique Cassini repère, avec son télescope, il repère non pas l'existence des anneaux, ils sont connus depuis Galilée, il repère le fait que les anneaux ne constituent pas une structure solide, évidemment, hein, ce sont des particules qui tournent autour de la planète Saturne, mais Cassini démontre et remarque que il y a des inégalités de densité dans ces anneaux. Et à certains endroits, la densité des particules qui tournent autour de la planète est beaucoup plus faible qu'à d'autres endroits. Il démontre ça, il n'explique pas exactement pourquoi, mais enfin, il constate. Au point que son nom a été donné à l'une de ces divisions, c'est le nom de division qu'on emploie pour désigner ces zones où la densité est plus faible, la division de Cassini. Donc un savant tout à fait extraordinaire. Et on comprend que lorsque, à la fin du XXe siècle, une mission d'exploration du système de Saturne a été mise au point, on est donné à la sonde automatique qui partirait pour Saturne, on est donné donc à cette sonde automatique le nom de Cassini, hein, tout simplement. Donc cette sonde Cassini est lancée en 1997, elle survole la planète Jupiter en 2000 et elle se satellise en 2004 autour de la planète Saturne. Elle prend donc cette photographie-là, et elle va rester en orbite autour de Saturne entre 2004 et 2017, c'est-à-dire pendant une durée beaucoup plus longue que ce qui avait été prévu, afin d'épuiser ses réserves d'énergie. Et lorsque les réserves d'énergie auront été épuisées, eh bien, la décision a été prise de faire plonger la sonde Cassini dans l'atmosphère de la planète Saturne, ce qui se déroule le 15 septembre 2017. Donc on voit quelle est la place de Bologne entre l'assiette de tortellini qu'on voyait tout à l'heure et les anneaux de la planète Saturne. Mais c'est une place centrale. Et donc c'est l'idée qu'on peut garder peut-être de cette évocation
de Bologne